Bonjour Charles Huet. Bonjour messieurs. Vous êtes spécialiste du Made in France, vous avez été entrepreneur en France, vous avez pu apprécier à quel point être entrepreneur est une chose compliquée. Et là, on apprend quelque chose qui est un peu stupéfiant, le BHV, le bazar de l'hôtel de ville, grand magasin construit au milieu du 19e, dont tout le monde a fréquenté, pourvu qu'il ait mon âge, la quincaillerie au sous-sol, qui était vraiment une espèce de voyage exotique, tellement il y avait de pièges à souris et de modèles de vis, est en train d'accueillir physiquement la marque chinoise Shein, la marque de la mode rapide, la marque de la mode qui détruit la planète, sans parler du bon goût au passage. Et ça produit une onde de choc. Le BHV qui allait mal connaît une vague de départ, c'est-à-dire les autres fabricants refusent d'être à côté du symbole de cette mode rapide, mondialisée, de basse qualité, qui capte le peu d'argent qui reste aux Français au détriment des véritables industries françaises. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci Charles. Shein débarque au BHV Marais et dans 5 Galeries Lafayette aussi, je crois, parce que c'est le même propriétaire de ces commerces physiques-là. C'est un choc parce que jusqu'à présent, effectivement, ce qu'on appelle, pardonnez-nous en mauvais français, l'ultra fast fashion, c'est-à-dire les termes de la loi qui est en préparation. Le mauvais français, c'est celui des députés, on est d'accord. Voilà, qui donne une définition du coup à cette mode extrêmement rapidement renouvelée, extrêmement peu chère et évidemment totalement importée, souvent de Chine. On pensait qu'elle resterait dans le commerce à distance, dans le e-commerce, et désormais elle connaît un atterrissage physique. C'est cette nouvelle vague depuis la période de la pandémie, de l'expansion de Shein et Temu, qui viennent aller encore plus loin, ou plutôt encore plus bas dans les niveaux de qualité intrinsèque, d'externalité, et même moralement. Enfin, c'est vraiment terrible en termes d'obésité consumériste. Ils vont encore plus loin que là où nous emmenait déjà Primark, Action, Zara, H&M, qui eux-mêmes avaient mis la barre un peu plus bas que beaucoup d'autres enseignes françaises, en tout cas par l'origine, mais qui déjà n'avaient plus beaucoup de produits français, comme les Pinky, les C&A, les Tati et compagnie. Donc, pour en revenir au sujet de l'arrivée ce mois-ci sur 1000 m² au BHV Marais de Shein, effectivement, beaucoup de marques quittent le BHV Marais à cette occasion. Certaines confectionnent en France, c'est le cas du slip français. Beaucoup, malheureusement aussi, déjà ne confectionnaient elles-mêmes plus en France. Nous en avions parlé il y a quelques mois à cette antenne. Voilà, ces marques françaises, en fait, sont parfois uniquement des assembliers français, en fait. Et même pas des assembliers. Les assembliers encore confectionneraient en France, ce qui est l'étape requise par le Code des douanes pour pouvoir se prévaloir de la mention Made in France. Mais c'est même pas des assembliers. Aujourd'hui, beaucoup des marques qui quittent le BHV en poussant des cris d'orfraie et drapés dans leur indignation, sont pas aussi pires que Shein, mais quasiment aucune ne confectionne en France. Elle confectionne déjà au Portugal, au Maghreb, en Europe de l'Est. Mais peut-être faudrait-il rappeler peut-être à nos auditeurs ce qu'est actuellement Shein, c'est-à-dire en fait quel est leur modèle, parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à séduire malheureusement une bonne partie de leurs consommateurs, parce qu'ils ont un modèle extrêmement particulier. Peut-être que vous pouvez détailler sur le principe. Bien sûr. Le modèle, il est très simple, c'est le prix issu de la production à très bas coût en Asie du Sud-Est, tout particulièrement en Chine. Alors, ils ont en plus une double particularité dans leur modèle, Chine par rapport à H&M, Zara et consorts qui déjà, eux, confectionnaient en Chine, c'est que ils font passer, c'est drôle, Shein, toutes ces marques-là pour vertueux en comparaison, tellement ils sont allés loin. Ils sont allés loin sur 2 aspects. D'abord, ils ne fabriquent pas dans des grands ateliers, mais dans une myriade de tout petits ateliers dans lesquels ils lancent des productions tests. Ils les mettent immédiatement en vente et en fonction tout en polyester, je crois. Alors, les matières, on va au minimum du minimum en termes de grammage, en termes de plastique, les conditions de travail, on parle
de sous-traitants dans des petits ateliers où on a des même les canuts au 19e étaient mieux traités, soyons francs. Clairement, c'est des gens qui travaillent 70-80 heures par semaine, qui facialement dans l'atelier commanditaire, enfin sous-traitant direct, affichent le salaire minimum chinois qui progresse d'année en année depuis quelques décennies, mais comme ils pratiquent beaucoup la sous-traitance pour justement, si ils commencent par lancer une petite production de quelques centaines d'articles, ils la mettent directement en vente. Si ça mord, ils demandent une augmentation très sérieuse de la cadence. Et donc, ils vont avoir recourir à beaucoup de petites sous-traitances. Alors que le modèle de Zara, H&M, c'était de partir directement, d'avoir des prix en lançant immédiatement des productions de très gros volumes. Et l'autre particularité aussi, c'est le fait que cette mode extrêmement rapide a ce nom d'extrêmement rapide parce qu'en fait, ils utilisent, il me semble, des algorithmes pour en fait générer de nouveaux concepts de produits, mais en quantité astronomique. C'est-à-dire le nombre de références qui existent sur Chine est absolument délirant. Enfin, c'est-à-dire qu'ils hybrident en permanence. C'est-à-dire, ils sortent le juste corps, après ça, le juste corps à col Claudine, le juste corps à col Claudine, mais à imprimer léopard, le juste corps sans col Claudine à imprimer léopard, mais avec des broderies. Enfin, en fait, on a l'impression qu'il y a surtout un côté... on parle de 7000 nouvelles références quotidiennes. Voilà. C'est ça la profondeur du truc. Ils utilisent beaucoup les influenceurs et en particulier le canal TikTok pour, là encore, abreuver jusqu'à l'écœurement et à la nausée de contenu. Ils utilisent d'ailleurs sur des téléphones fabriqués en Chine un réseau social TikTok chinois pour délivrer des invitations à la consommation de produits peu chers chinois. Enfin, vraiment, tous les canaux sont chinois. Mais donc, influenceurs sur TikTok, recours à la sous-traitance. Et troisième particularité du modèle, l'expédition par petits colis. Ce qui leur permet de, plutôt que d'envoyer des containers, et arriver à Rotterdam, malheureusement, plus qu'à Marseille ou au Havre, parce que c'est maintenant plutôt à Rotterdam que les produits arrivent en Europe. Ces produits-là, ces containers sont soumis à des taxes douanières quand il en reste à l'entrée de l'Union européenne. Et mettre un mois à arriver aussi. Par ailleurs, alors que là, ils envoient directement les petits colis par avion. Le petit colis, en dessous d'une certaine valeur aux États-Unis comme en Europe, n'était jusqu'à présent pas taxé. Donc en fait, il passait sous les radars de la politique douanière des États en faisant de la livraison individuelle depuis la Chine par avion. Et dernier aspect du modèle, c'est que cette logistique toute particulière était largement soutenue et subventionnée de manière directe ou indirecte, financièrement ou en nature, par le gouvernement chinois. Donc voilà la partie. Donc le modèle de Chine, c'est produire en affamant les travailleurs avec des outils de mauvaise, avec des matières de mauvaise qualité, une mode qui n'a de mode que le nom, extrêmement périssable, avec un surcoût environnemental dantesque, mais qui à l'arrivée permet de n'être pas cher du tout pour le consommateur français, italien, américain. Il y a un élément dans ce business model, dans ce modèle d'affaires que nous n'avons pas intégré, c'est que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, pilier de la Macronie, est l'un des lobbyistes en chef de Chine. Alors, il a quitté ses fonctions tout récemment, en septembre, mais il a été effectivement pendant 2 ans, me semble-t-il, monsieur RSE chez Chine, donc dans le responsable de la responsabilité sociale et environnementale. C'est ça, le responsable des bonnes pratiques dans l'entreprise en ayant le moins au monde, probablement parmi les produits que l'on consomme chacun. Donc ça pose effectivement des très grosses questions, d'autant qu'il y a 2 autres éléments. Alors, si M. Castaner a quitté ses fonctions et que ça fait polémique parce qu'il est très visible, pied de la Macronie, ancien ministre, on a aujourd'hui toujours un responsable des affaires publiques de Chine qui est un ancien directeur de cabinet d'élus et députés sarkozystes. Voilà. Donc, tout ça au moment même où en ce moment est étudié, enfin pas en ce moment, enfin la session parlementaire reprend tout juste, mais où attend en commission mixte paritaire
le rapprochement entre les textes de l'Assemblée et du Sénat au sujet de cette loi anti-fast fashion, et qui est portée par ailleurs par une élue Horizon qui doit connaître très bien, parce que c'est les mêmes environnements idéologiques et partisans, ce monsieur qui est Layé, je crois, qui est responsable des affaires publiques de Chine. Donc effectivement, on a, et c'est malheureusement pas nouveau, parce qu'on l'a vu avec les intérêts allemands, les intérêts russes, les intérêts américains, évidemment, beaucoup de nos personnels politiques qui sont débauchés pour servir des intérêts qui sont directement contradictoires avec les nôtres. Ceci étant, un petit point quand même par rapport et à la réaction du BHV et au sujet des intérêts français, industriels français, des salariés et de l'emploi français, Chine, c'est un peu un chiffon rouge, une fois de plus, qui fait passer des gens qui déjà avaient des pratiques catastrophiques et absolument pas françaises pour vertueux en comparaison. Mais une fois de plus, Chine fait gagner quelques euros ou quelques centimes à des consommateurs malheureusement habitués à ce prix ridicule, à ces qualités ridicules, à ce consumérisme, cette obésité mentale que leur pousse la publicité et l'invitation à la consommation de la mode. Ça leur fait gagner que quelques euros sur des enseignes qui existent malheureusement de longue date et qui produisent également en Chine. Hein. Donc Zara et H&M. Action, Tati, H&M, Zara, C&A, tout ce que vous voulez, Pinky. D'ailleurs, ces enseignes dites françaises, mais dans lesquelles, une fois de plus, il n'y a pas une once de Made in France depuis des décennies. Pinky, C&A et compagnie ont ces dernières années été laminés précisément par la concurrence de Zara, puis maintenant de Chine. Mais ces trois histoires, ces trois étapes vers l'aggravation textile, les trois vendent des produits made in China. Enfin, faut qu'on soit bien clair. Chine, c'est une étape supplémentaire franchie dans l'horreur. Mais on était déjà, avec les enseignes précédentes, sur des produits qui malheureusement sont plus fabriqués en France. Et dernier point, juste pour que vous compreniez bien, Chine représente 3% des achats de vêtements en France. L'ensemble du Made in France, c'est 3% des achats de vêtements en France. Voilà. Donc, Chine, c'est certes 3%, c'est la même taille, mais ayez bien en tête que 97% des autres achats français de textiles au quotidien ne sont pas made in France. Ils ne sont pas tous made in China. Il y a beaucoup de Maghreb, beaucoup de Portugal, beaucoup d'Europe de l'Est. Mais voilà, il n'y a plus que 3% de made in France, malheureusement. Mais en face du BHV, ce mois-ci, s'ouvre aussi une alternative très concrète, très tangible, prête à l'emploi pour les consommateurs qui voudraient le faire, qui seraient patriotes. Va s'ouvrir une boutique éphémère de 250 mètres carrés de l'appartement français, qui dispose déjà de 2 boutiques dans les alentours, et qui sera vraiment de l'autre côté de la rue du BHV. Donc ceux qui souhaitent réellement ne pas se contenter d'une indignation verbale et gratuite, mais passer des paroles aux actes et acheter, en vue de Noël en particulier, des cadeaux, des produits fabriqués en France, pas que en mode d'ailleurs, ils auront directement une alternative. Et l'appartement français, vous nous en parlerez tout à l'heure. Je rappelle que nous recevons Charles Huet pour parler de la mode ultra rapide et notamment de l'arrivée de Chine au BHV. Jonathan Sturel, dans 10 minutes, nous parlera, lui, de la révolution en cours, car il appelle que les orages désirés se lèvent et crèvent sur la République. Enfin, il le dira beaucoup mieux que moi, mais voilà, il a l'air un peu révolutionnaire ce matin. Et nous allons d'ailleurs poursuivre la discussion entre Charles Huet et Jonathan Sturel dès que cette chronique sera finie. Vous aviez une question, Alexandre de Galzin. Ah oui, tout à fait. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, une fois n'est pas coutume, mais le fait est que Chine, la raison pour laquelle Chine arrive en France, comme Zara et H&M sont arrivés en France, c'est que ça répond à un besoin aussi, et que ça répond à une paupérisation aussi, notamment des classes moyennes, qui n'ont aujourd'hui plus forcément les moyens d'acheter des vêtements, alors j'ai envie de dire, pas forcément des vêtements qui durent, mais au moins des vêtements de qualité standard, classique,
et que en fait les gens n'ayant plus forcément ces moyens-là vont acheter des vêtements à 5, 10, 15 euros qui sont certes de mauvaise qualité, mais qu'ils vont pouvoir porter une dizaine de fois. Je pense par exemple, prenons une robe pour une jeune femme qui veut aller en soirée, bah, elle peut très bien acheter une robe à 15 euros chez Shein qu'elle pourra porter 5 ou 6 fois, et au lieu d'acheter une robe à 100 euros dans une marque de qualité Qu'elle française. porterait toute sa vie et transmettrait à sa fille. Mais oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que 100 euros, ça reste un peu ambitieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, globalement, ça répond, j'ai envie de dire, ça répond aussi à une paupérisation des Français. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant que défenseur du Made in France, à ceux qui vous expliquent que justement, bah, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter, à défaut de Made in France, au moins de la qualité correcte? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, oui, ça permet d'importer du prix. C'est l'intérêt du libre-échange. L'un des intérêts du libre-échange, c'est effectivement de permettre à une mère de famille célibataire d'habiller ses enfants. Elle pourra probablement pas le faire qu'avec des marques Made in France. Donc, on importe du prix. Et d'ailleurs, ça permet de bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand certains, dans le milieu politique en particulier, martèlent le sujet du pouvoir d'achat, il ne peut rimer qu'avec deux choses, pouvoir d'achat. Soit Made in China, soit Afuera. C'est-à-dire soit rendre compétitifs nos entreprises textiles françaises. Afuera, ça veut dire quoi exactement? C'est le mot d'ordre, pardon, excusez-moi, espagnol de Javier Milei, le président argentin, qui arrache comme ça des ministères et des administrations qu'il considère comme surnuméraires pour couper dans la dépense publique afin de baisser les impôts et les taxes, de sorte à rendre compétitives ces entreprises. Et de rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. Aujourd'hui, le Made in France se trouve effectivement... On constate une asymétrie entre le prix croissant, les coûts croissants de production et le prix donc des produits Made in France et le portefeuille de plus en plus maigre des consommateurs, car entre deux, c'est la tumeur étatique qui prend de plus en plus de place, grignotant sur les producteurs comme sur les consommateurs, donc poussant les consommateurs à aller chercher du prix. Mais je suis d'accord que... oui, évidemment, ça permet du prix, mais du coup, c'est absolument, en revanche, nécessaire de faire cet aller-retour entre les aspirations protectionnistes et la réalité de consommation de chacun de ceux qui appellent à ce protectionnisme et qui constatent au quotidien qu'il achète lui-même beaucoup de Made in China. Et juste un dernier point, on n'est pas non obligé un budget. Et c'est mon dernier point, c'est un prix fois des quantités. On peut aussi réduire les quantités. Moi, quand j'ai ouvert, il y a 15 ans, mon placard et que j'ai vu 20 t-shirts dont je ne portais réellement que 5, je me suis dit que j'ai peut-être pas besoin d'en acheter un tous les 6 mois. Et là, le français, je prends la ménagère de classe moyenne basse, on va dire, qui doit effectivement acheter des vêtements à sa fille, à ses fils, etc. Concrètement, il lui reste peut-être, je vous dis, 50 euros par mois pour un budget vêtements pour ses 2-3 enfants, etc. Qu'est-ce que vous lui dites, justement, qu'est-ce que vous lui conseillez, en fait? Alors, effectivement, parce qu'évidemment, on peut parler de l'État, etc., mais actuellement, très concrètement, vous avez raison. Achetez moins, achetez de la seconde main et trouvez les marques Made in France peu chères. Achetez moins, quand même, quantitativement. On constate que plus un consommateur consomme de produits français, plus il équilibre son équation budgétaire avec de la seconde main, qui est dans une même logique de recyclage de son argent en local. Cette fois-ci, on ne soutient pas une couturière professionnelle, mais une autre mère de famille qui maximise ses actifs en vendant une partie de son dressing. Et troisième élément, Cocorico, Navire, des marques qui confectionnent en France et qui font des t-shirts à 15 ou 20 euros, des polos à 30 et des suites à 35 ou 40. Donc ça existe, le Made in France pas cher. Ça existe, le Made in France pas cher, au même titre que... Pas cher, ou en tout cas d'un investissement supérieur à un produit de mauvaise qualité et qui va durer un peu plus longtemps. C'est sûr, vous n'aurez pas le Made in France au prix du Made in China, c'est une certitude, même si demain d'ailleurs on retrouvait de la compétitivité. En revanche, si demain on retrouvait de la compétitivité, on pourrait retrouver du Made in France au prix du Made in Portugal. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se prétendent éco-responsables et qui sont adorées par un certain nombre de bobos qui veulent faire du signalement
De vertu ostentatoire, qui achètent et qui disent Europe, Europe. Oui, mais Made in Europe, c'est très bien. Made in Europe, à la fin, d'abord, 60% des délocalisations des usines françaises est pour destination l'Europe. Mais l'Europe, c'est pas pour l'Europe que tu l'achètes, c'est parce que le Portugal est moins cher, parce que la Pologne est moins chère. On peut néanmoins retrouver de la compétitivité avec nos voisins espagnols, italiens, allemands et autres. Donc des marques Made in France. Et puis, dernier point, là, on parle de la mode, mais il n'y a pas que la mode. Dans l'alimentaire et la cosmétique, le Made in France est accessible et pléthorique. DOP, c'est le shampoing le moins cher au litre du marché. Il fait vivre 150 familles à Rambouillet. Un tiers des marques de distributeurs dans nos rayons de supermarchés sont fabriquées en France. Ça existe. Avant de se plaindre, en dernier ressort, peut-être légitimement, mais avant de se plaindre du prix, il faut d'abord se renseigner, il faut le vouloir, le savoir et questionner sa marque, son vendeur. C'est exact. Ça me rappelle une anecdote qui est que la fois où je vous ai rencontré Charles Huet, pour tout vous dire, chers auditeurs, c'est que je vous avais posé à peu près cette même question. Je vous avais dit, mais en fait, le Made in France est plus cher, donc comment on fait? Et vous avez dit, mais déjà, est-ce que vous savez d'où vient tout ce que vous portez sur vous? Et quelque part, c'est vrai que c'est peut-être la première question à se poser. Et si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'avez pas essayé d'acheter français. Et si vous n'avez pas essayé d'acheter français, derrière, prix ou pas prix, vous n'êtes même pas posé la question. Là, c'est gratuit. La curiosité, c'est gratuit. L'information, aujourd'hui, en 2025, c'est gratuit. Questionner un vendeur, un serveur, c'est sympa, en plus d'être gratuit. Ça vient d'où? Votre viande, votre bavette, c'est quoi? C'est Irlande, c'est France? Ça va m'aider dans mon choix. Si vous pouviez le faire savoir à votre cuistot. C'est ça, l'idée du Made in France aussi. Hein. C'est la demande informe l'offre sur ses aspirations aussi. Et elle informe via ses flux financiers, mais elle informe aussi via des échanges plus qualitatifs qui, on espère, seront remontés aux décisionnaires d'achat. Charles Huet, il y a un Nutri-Score pour nous expliquer si c'est plus ou moins bon pour notre santé. Est-ce qu'il y a un Franco-Score à l'étude? C'est un vrai gros sujet. Il existe un label privé qui s'appelle Origine France Garantie, mais il est un peu manichéen. C'est vous en êtes ou vous en êtes pas. Vous êtes à 51% les étapes essentielles sont réalisées en France et la majorité de votre plus-value est réalisée en France. Donc vous en êtes. Mais il n'y a pas de gradation, effectivement. Alors qu'en Australie, par exemple, il y a un label avec 5 étoiles qui permet comme ça de mettre une gradation pour valoriser encore plus ceux qui, au-delà de simplement assembler, confectionner un vêtement, en plus utilisent des matières tissées en France, voire cultivées en France comme le lin ou la laine. C'était une proposition d'un certain nombre de candidats, le Franco-Score, je crois, Eric Zemmour entre autres, effectivement d'avoir cette gradation qui permet d'informer. Et je pense ça aussi, c'est quelque chose qui coûte 0 centime d'argent du contribuable, d'obliger le marquage d'origine de 100% des produits. Aujourd'hui, il n'y a que les produits alimentaires non transformés, votre étal de fruits et légumes, pour lesquels il est obligatoire d'afficher en aussi gros que le prix le pays de culture. Mais ça, pour des questions sanitaires. Il serait évident, on est la seule région du monde à ne pas le rendre obligatoire sur l'ensemble des produits. Ça, là encore, ça coûte 0 à l'État, ça informe le consommateur et c'est nécessaire à un bon fonctionnement d'un marché dans un modèle pur et parfait. Il faut que l'information soit la plus disponible possible, que le consommateur puisse faire son choix en toute conscience. Et à la fin, il peut choisir le prix, mais au moins, il aura été dûment informé. Oui. Merci beaucoup Charles Huet. Restez avec nous, on va poursuivre cette discussion passionnante sur non pas l'arrivée de Chine, mais comment faire pour inciter les Français à acheter français. Et nous recevons avec bonheur Jonathan Sturel. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, je dis un certain amour de la France, un véritable amour de la France, un amour de la France fait en France. Voilà, vous êtes à vous-même votre propre produit, entièrement fabriqué en France, usiné en France, assemblé en France, vendu en France. Merci beaucoup, Charles Huet. Jonathan Sturel, sur cette question du fabriqué en France, et donc d'une manière en fait assez politique, au bout du compte, de tourner notre consommation contre ce régime mondialiste, contre ces financiers mondialistes, contre ces hommes politiques qui nous vantent le libre-échange. Est-ce que vous pensez que acheter français est une manière, paisible de se révolter au quotidien ? J'ai envie de dire qu'idéalement, oui, mais je suis assez partagé sur ce sujet-là parce que l'un des grands axes de mon combat politique et même du combat de ma vie, c'est la défense des petites gens. J'ai un souci affectueux des petites gens, de ce qu'on appelle des petites gens,
des gens qui triment, des gens qui galèrent, etc. Et je sais que ces petites gens, même s'ils le voulaient, même s'ils avaient les meilleures intentions du monde, ne pourraient pas consommer toujours français, non pas par choix, non pas par adhésion à l'exotisme et au cosmopolitisme et au libre-échangisme, évidemment que non, mais pour des raisons budgétaires. Donc je suis partagé parce que d'un côté, je comprends qu'il soit préférable de consommer français et de favoriser des filières même locales, etc. Mais je comprends aussi que cette situation, enfin cet idéal est inatteignable pour des millions de gens pour des raisons strictement budgétaires. Donc effectivement, une situation, un régime qui s'est établi de telle manière que son propre peuple ou une fraction de plus en plus grande de sa propre population est obligée pour se nourrir, pour s'habiller, pour s'équiper au quotidien, d'aller dans d'autres pays, qui plus est les plus lointains, qui puissent exister à l'autre bout du monde, la Chine par exemple, etc. Un régime qui a rendu cela possible, c'est par définition un régime qui est dirigé contre la France. Nous aurions dû avoir, mais c'est un idéal évidemment, nous aurions dû avoir un régime qui rendrait beaucoup plus facile l'accès à la production française plutôt que l'inverse, en fait. Donc oui, évidemment, quand je vois des contemporains, nos contemporains, quand je vois des gens autour de moi acheter sur des sites discount comme ça, qui viennent de l'autre bout du monde, de l'Asie, etc., j'ai envie de les enguirlander, de leur dire, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. D'une part, vous favorisez un modèle économique qui est délétère pour nous. D'autre part, vous ne favorisez pas vos propres compatriotes qui essayent de vendre du textile, des vêtements fabriqués en France, assemblés en France au moins, enfin, du Made in France, comme on dit. Mais en même temps, comment je pourrais leur en vouloir? Moi qui suis si soucieux, qui ai ce soin si affectueux des petites gens et qui les vois trimer au quotidien, comment je pourrais leur reprocher de chercher à aller au moins cher en réalité? Donc, c'est pour ça, ça rejoint d'ailleurs la chronique que j'étais en train de tenir il y a quelques instants. Il faut évidemment que les gens reviennent sur le fabriqué français et sur le produit français, mais en l'état actuel du fonctionnement politique, ça n'arrivera pas, puisque les choix économiques qui sont faits, les choix même politiques qui sont faits, les choix idéologiques qui sont faits, nous conduisent et nous imposent de devoir nous équiper, nous nourrir, nous vêtir à l'extérieur. Donc, c'est un acte révolutionnaire en réalité d'acheter français, mais c'est un acte révolutionnaire qui coûte cher et malheureusement, c'est une révolution pour laquelle la plupart de nos contemporains n'ont plus les moyens. Alors, Charles Huet, voilà, je suis partagé et donc, voilà, vous-même, comment est-ce que vous pouvez répondre à Jonathan Sturel? J'entends parfaitement le propos et le souci et l'empathie avec les petits gens, comme vous dites, Jonathan, et ce que Alexandre rappelait sur le sujet du prix. C'est une évidence. Maintenant, plusieurs éléments, je ne sais pas par lequel commencer, mais d'abord, effectivement, on constate que le Made in France, mais un petit peu comme la Révolution française, comme vous le rappeliez, Jonathan, c'est effectivement peut-être un sujet de rendre patriotes les bourgeois, plutôt. En vérité, le Made in France me permet d'inviter tous les Français qui gagnent plus que le salaire médian français, donc la moitié des Français les mieux portants de ce pays, qui eux, du coup, ont peut-être moins, comptent moins au centime près, les inviter dans leur consommation à se rappeler de Montluçon, de Vierzon, de Saint-Lô et de Mont-de-Marsan, plutôt que de ne penser et rêver et de ne se figurer mentalement que Shanghai, New York et Barcelone et voilà. Donc c'est effectivement un premier pas de côté par rapport aux soucis politiques et sociologiques que vous rappelez. Moi, je pense aussi que le Made in France, c'est un moyen d'aller chercher la réalité ou l'évanescence de la bourgeoisie patriote. Existe-t-elle en tout cas, c'est elle. Aujourd'hui, pour moi, le Made in France, c'est le meilleur moyen pour inviter un bourgeois des centres-villes à être concrètement, réellement solidaire avec le pays réel, son arrière-pays, où se situent les ateliers, les usines et les fermes. Dans lesquels travaillent les petites gens. Il y a une espèce de cercle vertueux, en fait. Exactement. Si vous achetez plus de chaussures fabriquées en France, on passera de 150 à 160 ouvriers. Et même, on ne sait jamais, en 10 ou 20 ans, voilà, on peut relocaliser sinon toute la production textile, la production, une partie, la petite production industrielle, puisque voilà, maintenant on parle à chaque fois des vêtements, mais je suppose que les louches ne sont pas fabriquées en France. Il y en les a. Cuillères en bois. Mais au Creusot, on a toujours des belles cocottes en fond. Enfin, je sais pas quel est le nom précis, pardon. Le Creuset, alors c'est pas fabriqué au Creusot, mais le Creuset est une très belle marque de cocottes en fonte, effectivement, comme Staub. Qui coûte un bras. Certes, mais qui dure plusieurs vies.
pour le Oui, coup, c'est vrai. qui sont transmissibles à ses enfants, qui les transmettront à ses enfants. Comme un couteau Pinel, un verre Duralex, un pull Saint-James qu'on peut rapiécer, voilà, qu'on peut entretenir aussi. On doit aussi mentalement sortir du tout jetable et du toujours plus. Donc mon premier point, ma première élément de réponse à votre légitime objection, c'est si les petites gens ne peuvent pas acheter Made in France, effectivement, moi, je le constate au quotidien quand j'essaie de vendre des cartes cadeaux à des syndicalistes, c'est malheureusement pas ceux des usines qui fabriquent en France qui pouvaient se les permettre, parce que c'était plutôt les cadres de la banque à Paris qui offraient du Made in France à leurs salariés. Donc, le sujet de relocaliser les bourgeois, les inviter à être patriotes dans leur consommation de manière tangible. Maintenant, sur ce sujet du prix et sur ce sujet du souci des petites gens, d'abord, il faut pas. Moi, je crois aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent s'éviter le misérabilisme. Les politiques doivent avoir la voix des petites gens. Donc, ils sont obligés, aussi un peu par clientélisme et par démagogie, de les caresser dans le sens du poil et de leur dire « c'est pas de votre faute, mes petites gens, votez pour moi et ça ira mieux demain ». C'est vrai, voilà. Comme électoralement, considérant qu'ils pèsent 40% des votants, on ne peut rien dire contre les retraités parce que c'est pas payant électoralement. On ne peut rien dire contre les classes populaires parce que moralement, c'est difficilement défendable et électoralement, c'est perdant. Maintenant, il faut qu'il y ait des acteurs qui n'ont pas d'intérêt à être aimés, à dire les vérités, qui disent les vérités aussi. Il y a beaucoup de mauvaise consommation des classes populaires aussi. Voilà, On parle souvent d'éducation à la consommation. Ouais, C'est un sujet qui revient souvent. Moi, je veux pas éduquer parce que je donne pas de leçons. Maintenant, je veux pas être moins exigeant avec mes compatriotes X ou Y en fonction de leurs revenus. Un AMAP, acheter le fruits et légumes. Aujourd'hui, on est dans une situation inédite d'effondrement de tout l'outil productif français qui arrive à ce que, même maintenant, la majorité de nos légumes, nos fruits et légumes dans l'ensemble, sont importés. Et je suis désolé, même on parle, quand on achète un kilo de pommes de terre, un kilo de fraises ou un kilo de courgettes, de quelques centimes. Vraiment, je ne crois pas que ça se joue là dans le budget de la ménagère avec un petit salaire et une famille. Ça se joue peut-être dans le choix d'un abonnement à des services de divertissement, dans le choix qu'on met dans un téléphone plus ou moins onéreux à plusieurs centaines d'euros lui. Il y a aussi des arbitrages de consommation et effectivement, et puis après, évidemment, ils sont contraints. Il y a des dépenses contraintes, le logement, l'énergie, les impôts. Évidemment, mais c'est juste que on doit aussi pouvoir dire aux classes populaires que parce que elles sont à découvert le 5 du mois, ce qui a été moi, j'ai beau être diplômé du supérieur, ayant choisi le sacerdoce du Made in France plutôt que la rémunération du tertiaire comme tous mes camarades de promo, j'ai connu moi aussi, j'ai jamais dépassé le salaire médian français et j'ai connu les découvertes le 5 du mois et la carte bleue qui passe plus. Je sais à quel point c'est difficile, mais ça n'empêche pas que ça en rend limite encore plus nécessaire la meilleure allocation possible de son revenu. Donc, la seconde main, acheter de la seconde main à son voisin, acheter des fruits et légumes en circuit court dans la map de son village, acheter moins tout court, repiécer pour faire durer, et couper Netflix et pas forcément choisir Apple, mais l'accès de gamme. Ça, ou pas forcément Nike, Suprême, Converse et que sais-je, mais la Paraboot qui, elle aussi, durera une vie entière, c'est en tout cas des arbitrages, des questions que chacun doit se poser au cas par cas, et même les classes populaires. Maintenant, c'est sûr qu'il faut... Enfin, le point, c'est pas de les culpabiliser, mais c'est à leur bénéfice. Et à la fin, ça pose un sujet de... Et ça peut créer un cercle vertueux aussi où consommer français augmente le revenu des Français en général. Enfin, j'aurais dire, c'est encore une fois. C'est ça qui nous enrichira collectivement, de toute façon. On ne peut acheter que ce qu'on produit, en vrai, individuellement et collectivement. Donc, moins on produit, moins on pourra aussi acheter, même à l'extérieur, et même à pas cher. Mais après, on en revient à un sujet politique. Pouvoir d'achat, aujourd'hui, ça rime soit avec Made in China,
soit avec Afoura. Il n'y a pas 36 000 solutions. Jonathan Sturel, on va pas choisir la Chine, on va plutôt choisir le fait de couper dans les dépenses gouvernementales. Vous rêviez d'institutions chamboulées et même jetées à bas. Et est-ce que vous imaginez qu'on puisse véritablement réformer l'État en France ? Je ne crois pas pour la raison simple, c'est que le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des administrations n'est pas seulement lié à la nature du gouvernement en place et ne dépend pas simplement des visages que nous voyons tous les jours à la télévision et qui paradent au poste de ministre de ceci et de ministre de cela. Il y a quelque chose aussi qui s'appelle l'administration, le haut fonctionnariat, etc. Et ces gens, ces corporations, ces groupes d'influence tiennent l'État sans doute beaucoup plus que Le Cornu ou même que Emmanuel Macron. Donc, réformer l'État de l'intérieur, parce qu'il n'y a que de l'intérieur qu'on pourrait le faire, ne sera possible qu'à la condition de purger l'État de ses éléments les plus zélés et qui dirigent leurs ailes dans la conduite et la perpétuation de cet État par habitude, par intérêt, par idéologie, etc. Mais la réforme de l'État, de toute façon, est-ce qu'elle est souhaitable? Moi, je ne pense pas qu'elle soit souhaitable, parce que pour moi, j'associe le mot réforme à réformette. Une réforme dans la situation cataclysmique que nous connaissons ne sera jamais suffisant. Lorsque vous avez crevé un pneu sur votre vélo, vous posez une rustine. Donc ça, c'est une réforme. Effectivement, vous posez une rustine sur un petit problème. Une petite solution est possible sur un petit problème. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui est global, il est systémique, il est généralisé à tous les corps de métier, à toutes les couches des institutions. C'est un cancer généralisé, si vous voulez. Donc, un problème grave, une réformette ne suffira jamais. Donc, je pense qu'il faut, c'est une révolution dans l'État. Il faut redéfinir la stratégie de l'État d'une part, mais il faut aussi redéfinir son orientation. Pour le moment, l'État est tenu par des gens qui se font élire et qui commandent à ses destinées, mais l'État est aussi porté par des gens qui sont dans les administrations, mais qui viennent des écoles, que l'on ne voit jamais, parce qu'ils n'ont pas fait profession d'être des personnages publics, mais qui font fonctionner tout ça de l'intérieur. Ce sont les secrétaires généraux, le haut fonctionnariat, l'administration profonde, on dirait l'État profond, mais c'est un terme qu'il faut a priori éviter d'utiliser parce que ça vous fait passer pour un complotiste. Emmanuel Mais Macron voilà, l'a ce n'est pas employé. Bon, bah alors, s'il l'a employé, c'est qu'on a le droit de l'employer. Mais je ne pense pas que ce soit en changeant, en mettant Le Cornu à la place de Bayrou ou en mettant Retailleau à la place de Manuel Valls ou n'importe quoi, qu'on changera la structure de l'État, son mode de fonctionnement et les orientations qui sont les siennes. Il faut en passer par quelque chose de beaucoup plus. Il faut en passer par un électrochoc qui redéfinisse les fonctions de l'État. Et ce travail doit être fait en profondeur et il est nécessaire qu'il soit fait en profondeur. Mais pour des maux aussi graves que ceux que nous connaissons, des réformes non seulement ne sont pas possibles, mais elles ne sont pas seulement souhaitables. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut même des gens à l'intérieur de ce système ont potentiellement la capacité de faire quelque chose. C'est une question que j'aurais bien posée à votre invité d'ailleurs, ce qu'il pense de l'initiative politique malheureusement avortée de quelqu'un qui, à l'intérieur du Parti socialiste et qui a même été dans un gouvernement de François Hollande, qui s'appelait Arnaud Montebourg et qui avait fait du Made in France justement l'un de ses chevaux de bataille. Alors j'imagine que lui, plus que moi, a étudié un petit peu les propositions et le parcours et ce qu'incarnait Arnaud Alors, Montebourg. excusez-moi, mais en gros, on va avoir 27 secondes pour répondre à la question. Alors, en 27 secondes, Montebourg. Je sais pas, Montebourg est un type génial, bien que d'origine idéologique, de parcours personnel socialiste. C'est un patriote sincère qui a mis ses billes, qui est un vrai entrepreneur et qui aime vraiment les gens et les Français et la France. Donc, moi qui suis plutôt de formation libérale opposée à la base, je dois reconnaître que c'est un patriote admirable. Eh bien, merci beaucoup Charles Huet, merci beaucoup Jonathan Sturel. C'était un vrai face-à-face et j'espère que la France s'en sortira et d'abord le fabricant français aussi en tout premier chef.